Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, je n'ai pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que c'est tombé ce matin, cette vidéo de Carlos Ghosn, enregistrée juste avant sa nouvelle arrestation. Il y dit des choses qu'on a déjà entendues et des nouvelles. On va regarder rapidement un extrait avec vous Patrick et après on en discute. C'est parti. This is about a plot. This is about conspiracies. This is about backstabbing. That's what we're talking about. The first message is I'm innocent. It's not new. You have heard it from me in January. I repeat it today. I'm innocent of all the charges that have been brought against me. And I'm also innocent of all the accusation that came around these charges that are all biased, taken out of context, twisted in a way to paint a personage of greed and a personage of dictator. Cette vidéo enregistrée par Carlos Ghosn juste avant son inculpation, son arrestation, histoire de complot, de conspiration. Le nom des personnes visées a été évidemment coupé au montage apparemment à la demande des avocats. Rapidement quand même, la thèse du complot pour vous, ça s'évacue derrière l'idée, on n'a pas accès au dossier, on ne sait pas, mais il défend l'idée du coup monté par Nissan avec l'idée qu'il y avait cette fusion, il y a du business derrière, il y avait cette fusion stratégique entre Nissan et Renault potentiellement et que c'est la clé en fait du complot. Vous y croyez-vous à ça? J'en ai aucune idée honnêtement. Je pense que on est dans un contexte, et il n'y a pas que Renault-Nissan, où il y a un retour à une certaine forme de nationalisme capitalistique. On a vu Bolloré et ses problèmes en Italie, l'État hollandais montant dans KLM, et là on voit la nouvelle organisation de l'alliance Renault-Nissan, où il n'y a plus de président français chez Nissan. Il y a un président français de l'alliance, qui est administrateur, c'est Jean-Dominique Sénard, qui est administrateur de Nissan, mais il n'y a plus de direction française de Nissan, donc Nissan redevient une entreprise japonaise, si on peut dire ça. Je pense que c'est une tendance de fond. Alors, je ne sais pas du tout si ça jouait un rôle dans la question des accusations contre Carlos Ghosn. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui est la volonté dans beaucoup de pays d'une espèce de reprise de contrôle domestique du capital et de la gouvernance des entreprises. Ça, c'est clair. Par ailleurs, oui, Honda ramène au Japon des productions d'automobiles du Royaume-Uni. Ça n'a aucun rapport avec le Brexit, ils le disent eux-mêmes. Il y a un fait économique, c'est que le Japon vient de signer un accord de libre-échange avec l'Europe. Et il y a aussi la volonté de re-japoniser des productions. Donc en toile de fond, il y a une espèce de montée du nationalisme. Oui, alors on avait une demande de production auprès du consommateur. Donc si vous voulez vendre des voitures aux Chinois, faites-les en Chine. Si vous voulez vendre des avions aux Indiens, faites-les en Inde, etc. Et là, on voit que ceci est vrai aussi pour le capital. Donc les entreprises importantes ou stratégiques d'un pays, de plus en plus, il y a une demande des gouvernements, des opinions, que ces entreprises soient contrôlées par les actionnaires du pays. Bon, pas de point de vue, en tout cas, pas de point de vue sur le coup monté ou pas. J'en ai aucune idée, mais je dis ça, c'est parallèle clairement d'un mouvement où l'idée qu'un Français était président de Nissan, avec une structure déséquilibrée, était ressentie comme quelque chose de moins en moins acceptable au Japon. Et la nouvelle organisation, et qui est complètement symétrique, est elle clairement beaucoup plus acceptable au Japon. J'ai aucune idée pour savoir si ça joue un rôle quelconque. Ouais. Je dis simplement, on est passé une organisation symétrisée entre les Français et les Japonais, qui a l'air de plaire beaucoup plus à tout le monde, y compris aux Japonais et au conseil d'administration japonais. Pour clore là-dessus, le traitement judiciaire quand même de Carlos Ghosn. Vous qui croisez beaucoup de patrons, de grands patrons, quand même. Mais ça, on sait que... Alors, c'est pas Carlos Ghosn. Le Japon, c'est comme ça. C'est-à-dire, les procureurs, il n'y a pas de juge d'instruction, et les procureurs ont leur carrière dépendant relativement fortement du fait que quand ils lancent une accusation contre quelqu'un, à la fin, ils le mettent en prison. Donc, ce que me disent mes amis japonais, je ne suis pas du tout un spécialiste du droit japonais, ce que me disent mes amis japonais, c'est que quand un procureur fait arrêter quelqu'un au Japon, c'est qu'il est convaincu que le dossier est lourd, qu'il ne prendra jamais le risque, parce que ce serait très mauvais pour sa carrière, de mettre en accusation quelqu'un avec un dossier vide, parce qu'à la fin, le type serait quand même amnistié, et ça serait très mauvais pour la carrière du procureur. Donc, à nouveau, c'est ce que disent les Japonais. Donc, que quand quelqu'un est accusé et mis en prison au Japon, c'est quand même que le procureur a la conviction qu'il va pouvoir le faire accuser, condamné par le tribunal. Quoi. Donc, avec le risque que le procès soit équitable ou pas. C'est ça aussi le fond du sujet. Oui, mais voilà. Mais du coup, il y a assez peu de gens. Alors après, effectivement, il y a assez peu de gens au Japon qui sont effectivement mis en prison
Parce que si le procureur... Enfin voilà, donc on a une justice qui est assez violente mais qui normalement ne se déclenche qu'à bon escient, quoi. C'est ça qui est... Mais à nouveau, je n'ai aucune information Ni sur vous le ni moi dossier de d'ailleurs. Carlos Ghosn. On finit là-dessus sur Carole Ghosn. On n'a pas les images, mais elle était ce matin sur la femme de Carlos Ghosn sur RTL. Elle en appelle au président de la République pour le faire sortir de prison et pour qu'il ait un procès équitable. La France en fait-elle assez? Le gouvernement fait-il assez pour, voilà, est-ce qu'il doit s'impliquer plus dans cette affaire Carlos Ghosn? Ah non, enfin, je veux dire, le gouvernement français, enfin, dire, le Japon, c'est un grand pays de l'OCDE. La France n'a aucun moyen d'intervenir, n'est pas en train d'échanger des espions avec l'URSS, quoi. Je veux dire, donc, non, franchement, le gouvernement français ne peut rien faire. Enfin, dire, Il peut difficilement faire c'est moins un aussi. pays, Hein. le Japon, c'est un pays démocratique, avec des institutions démocratiques. Enfin, okay, on peut Malgré le passer traitement judiciaire. Oui, mais à nouveau, les Japonais qui sont arrêtés sont traités ou les étrangers qui sont arrêtés sont traités exactement de la même. Comme aux États-Unis, hein, quand Strauss-Kahn a été arrêté, il avait beau être directeur général du FMI, on lui a mis des menottes. Et tous les Américains, qu'ils soient milliardaires ou misérables, on leur met des menottes quand ils sont arrêtés, quoi. Donc, honnêtement, je vois très difficilement une intervention du gouvernement français dans ce dossier. Allez, autre sujet dans l'actualité aujourd'hui, Patrick Artus. Le FMI qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance. Je n'ai pas encore les chiffres parce que je crois que c'est aujourd'hui, c'est ce matin, enfin cet après-midi, je ne sais pas trop pour le coup. Enfin, je ne les ai pas, sauf si vous les avez. Non. Mais on les attend, mais on a compris parce qu'elle s'est exprimée, Christine Lagarde, en disant qu'il y aurait une révision à la baisse. On se dit quoi? On se dit on a touché le fond de la piscine en matière de conjoncture économique mondiale. Ou est-ce qu'on se dit ils arrivent après c'est la cavalerie qui arrive après tout, enfin voilà, après les événements, et au final, il y a un rebond possible en Chine, il y a un rebond possible en France, et que voilà, et que il s'arrive trop tard. Il y a un rebond. Non, je crains. On a eu déjà l'OCDE. Hein, je crains que l'OCDE, comme le FMI, Banque mondiale aussi, se soit laissé influencer par la situation désastreuse des économies, qui semble être désastreuse en tout cas à la fin de l'année dernière. On a un effondrement à la fin de l'année dernière de la croissance, des prévisions de croissance et de toutes les enquêtes, qui est lié à deux choses. Un, l'idée que la Chine va rentrer en récession, c'est comme 20% du PIB du monde. Et deux, l'idée qu'il va y avoir une guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine et l'Europe qui va arrêter le commerce mondial. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces deux idées sont fausses. La Chine est en train de redémarrer, alors pour une mauvaise raison, qui est l'énorme politique de relance qui a été mise en place par le gouvernement chinois, à la fois baisse d'impôts, dépenses publiques, crédit, pression sur les banques pour qu'elles prêtent davantage, recapitalisation des banques, etc., qui est quand même colossal. Si on calcule le déficit public de la Chine à peu près comme on le calcule ici, en réintégrant toutes les institutions publiques, ça fait à peu près 7% du PIB, donc c'est une vraie relance, quoi. Crédit augmente de 14% par an, hein, et donc ça repart, la Chine. Hein. Tous les indicateurs repartent assez violemment, d'ailleurs, à la hausse. Hein. À nouveau, c'est pas spontané. Et ça, le FMI le voit pas. Donc le FMI est en retard d'un wagon. J'ai peur que ces institutions aient des procédures très lourdes qui font qu'en réalité, ce qui nous livre aujourd'hui a été préparé il y a plusieurs mois, quoi. Enfin, mais en tout cas, c'est bizarre, si vous voulez, parce que, honnêtement, aujourd'hui, le scénario qui se dessine... Regardez les chiffres de l'emploi aux États-Unis, regardez les enquêtes conjoncturelles aux États-Unis. Il y a un seul pays aujourd'hui où on ne voit pas d'amélioration, qui est l'Allemagne. On pourra peut-être en dire un mot après. Mais dans le reste de l'Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon, etc., on voit vraiment une amélioration après le trou de la fin de l'année dernière. Et la Chine, donc, parce qu'il y a cette relance massive qui, évidemment, a des effets. Et deux, parce qu'on n'a plus vraiment l'inquiétude qu'il y ait une guerre commerciale. On a l'impression qu'on se dirige vers une espèce de grand compromis avec la Chine, l'Europe, le Canada et les États-Unis sur ouverture des marchés versus absence de droits de douane supplémentaires. Et donc, il n'y a plus vraiment de très grande panique là-dessus. Et que d'ailleurs, les chiffres du commerce mondial aussi, après avoir ralenti, redémarrent. Enfin, donc, honnêtement, je suis surpris. Et je pense qu'on fait une erreur, que ces grandes institutions font une erreur d'analyse cyclique, qu'en réalité, quand vous prenez maintenant l'économie mondiale globalement, il y a un énorme soutien à l'activité qui a été mis en place en 2019, à la fois les budgets, les politiques monétaires expansionnistes partout, les budgets expansionnistes partout.
Bah, je veux dire, quand même, on a des taux d'intérêt très bas, on a des déficits publics, on a l'inflation qui diminue parce que C'est ce le qui pétrole permet à est moins l'économie de cher, repartir, c'est ça? et l'économie repart. Alors, les chiffres de moyenne annuelle sont biaisés parce que comme la fin de l'année dernière était très basse, on part de très bas. Et la tendance de croissance de cette année va être plus forte que celle de l'année dernière, hein. Et par contre, Donc tous les grands instituts ont tout faux, qui nous disent, tous les uns après les autres, FMI, OCDE, Banque mondiale, on va ralentir en 2019. Bah, si vous voulez, Patrick Artus nous dit, non, on réaccélère. Mais en moyenne annuelle, c'est vrai, parce que le problème de la moyenne annuelle, ça ne veut rien dire, hein. Vous avez la fin d'année dernière qui est très mauvaise, donc on part de bas. Mais si vous regardez la pente de croissance cette année, elle va être forte. Et par contre, 2020, le déficit public, il n'y en aura pas plus. Le prix du pétrole va remonter. Et, enfin, je veux dire, on a beaucoup moins de soutien à l'activité. Et donc, la réalité cyclique, c'est que 2019, c'est une amélioration sur 2018 et que 2020, c'est une dégradation sur 2019. Super. Donc on a une petite éclaircie sur 2019, quoi. Oui, mais pour de mauvaises raisons. À nouveau, il n'y a pas de choc fondamental positif. C'est juste qu'on a mis partout des taux d'intérêt très bas, plein de crédits, plein de déficits publics. Il faut bien que ça se voit. Il y a 5 points de PIB au moins de déficit public aux États-Unis. La Réserve fédérale va baisser ses taux d'intérêt. La BCE maintient ses taux à zéro. La Banque du Japon maintient ses taux à zéro. Les Chinois poussent les banques à prêter, à prêter. Évidemment, à la fin, ça fait quelque chose, quoi. Parce que c'est mondial, hein. Si on dit on le fait en France, bah, ça peut partir dans les importations. Mais c'est mondial. Donc on a une énorme relance mondiale. Donc, qui a un impact sur le pétrole. C'est ce qui a un impact aussi. Alors, le pétrole, le pétrole à plus 70 $ aujourd'hui. Le pétrole, il y a deux chocs. Il y a la Libye. Alors, pour l'instant, la Libye n'a pas réduit sa production, mais on se rappelle que quand ça avait été le grand bazar en Libye, on avait perdu 600 000 barils le jour, hein, par rapport à la production d'aujourd'hui. Et puis, il y a la baisse d'1 million, pas loin d'1 million de barils le jour de l'Arabie Saoudite, hein, qui a vraiment baissé sa production pour soutenir les prix. Donc, on est à 71 $. Mais rappelez-vous que à la fin de la grande expansion de 2007, on était à 145 $. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux de prix. C'est vrai que le pétrole a un petit peu remonté. C'est pas non plus une remontée dramatique. On reste à des prix relativement intermédiaires. Mais à nouveau, on a un giga stimulus, quoi, comme on dit en mauvais anglais. Et il ne peut pas disparaître. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas que les grandes institutions internationales ne comprennent pas qu'il y a cet énorme stimulus. Partout. Qui produira partout ses effets sur 2019, mais qui est en train de sur 2020. On ne peut pas le faire deux années de suite. À nouveau, ce n'est pas complètement rassurant sur l'économie mondiale. On n'est pas en train de dire la productivité s'améliore, la croissance de long terme s'améliore, les nouvelles technologies enfin amènent de la croissance. On est en train de dire on fait une relance à la fois budgétaire et monétaire colossale, partout dans le monde, à peu près. Alors que d'habitude, à ce stade du cycle, la politique monétaire devient plus restrictive. Enfin, donc là, on a tout lâché. On est à front renversé, pour le coup. Mais l'accélérateur est appuyé à fond par tous les pays. Donc ça va quand même faire quelque chose. Ça ne peut pas faire rien. Oui, mais uniquement sur 2019. Oui, et pourquoi ça n'a pas d'effet aussi sur 2020 ? Oui, mais si vous voulez, on regarde les taux de croissance après. Donc, sur le niveau... Oui, si vous augmentez le déficit public en 2019 et que vous le laissez au même niveau en 2020, ça n'a d'effet que sur la croissance de 2019. Exactement. Donc voilà, donc je ne comprends pas. Et alors, du coup, sur les marchés financiers, comme les gens ont la même vue, la plupart des investisseurs disent « Oui, mais alors attention, 2019, c'est pas une bonne année. » Non, ils disent « Oh, ça y est, la hausse, elle est faite globalement, ça va consolider. Oui, » mais c'est ce qu'on dira juste après. Sauf que je prends tous les paris que la prochaine production de prévision de la FMI, de l'OCDE, ils vont réviser à la hausse. Hein. Et donc, ils vont réviser à la hausse. Tout le monde va réviser à la hausse. Les consensus de banquiers, d'analystes vont réviser à la hausse. Et donc, on n'est pas au bout de la hausse des marchés. On a encore plusieurs mois où on va intégrer dans les marchés cette amélioration de l'économie. Donc, selon vous, il faut acheter tout de suite il fallait acheter depuis le mois de décembre. Rappelez-vous qu'on l'avait dit ici, c'est vrai, que de décembre, il fallait... Et encore aujourd'hui, après le rallye haussier, on achète encore ? Oui, il y a encore 15% de potentiel, probablement. Donc, on achète pour 15% et on vend et on vend cet été quand enfin les prévisionnistes nous diront la chose raisonnable, qui est que cette année est une bonne année, l'année prochaine une plus mauvaise. Il faut toujours avoir un temps d'avance. Hein. Non, mais là, c'est bizarre, quoi, parce que si vous voulez, on n'est pas dans du truc très compliqué. Il n'y a pas de guerre commerciale et la probabilité qu'il y en ait une maintenant est extrêmement faible. Le pétrole va rester à un niveau intermédiaire de prix et on a un massif soutien et budgétaire et monétaire et par les taux, le crédit, etc. dans tous les grands pays de la planète. Donc honnêtement, je ne comprends pas
Mais à nouveau, faites attention à la question moyenne annuelle, hein, parce que quand vous commencez une année à un niveau très bas, donc la moyenne annuelle 2019 peut être plus basse que 2018, mais ce qui va compter, c'est le rythme de croissance sur l'année, et il va être bon, quoi. L'accélération d'un trimestre sur l'autre. Voilà, la croissance d'un trimestre sur l'autre va être bonne. Hein. Ouais. Après, il y a cette saison des résultats trimestriels qui s'ouvre demain avec LVMH. En France et aux États-Unis, je crois que c'est JP Morgan et Wells Fargo vendredi pour les bancaires. Une baisse des profits est attendue sur le premier trimestre des deux côtés de l'Atlantique, 2% de baisse sur le S&P 500. C'est quand même pas de nature à soutenir les indices boursiers, vous qui anticipez encore une hausse de 15%. Moi, ce que nous disons, c'est que le potentiel sur les indices boursiers, il n'est pas du côté des bénéfices qui sont à peu près bien anticipés. Le consensus, c'est que les bénéfices... Récession bénéficiaire, on parle au premier trimestre des deux côtés de l'Atlantique. Oui, mais attendez, aux États-Unis, il y a eu le shutdown, le premier trimestre, c'est bizarre, quoi. Mais on va avoir une croissance sur l'année qui va être de 3 à 4%, donc qui est très modeste. Hein. Le potentiel, il est sur la valorisation. On a un PER de 14 en Europe, avec des taux d'intérêt dont on sait maintenant qu'ils vont rester à zéro et une croissance soutenue, comme on l'a dit à l'instant. Le potentiel, il est sur la valorisation des actions. Hein, et les actions sont mal valorisées. Elles sont valorisées pas du tout à un niveau qui est cohérent avec les niveaux de taux d'intérêt. Alors, il y a une possibilité, c'est qu'on n'est pas encore intégré dans les calculs d'investisseurs le fait que les taux d'intérêt ne vont pas monter. Hein, et qui est quand même un fait qui apparaît de plus en plus évident, que la Réserve fédérale va baisser ses taux et que la BCE va probablement ne jamais monter ses taux. Remiser ça au calendrier grec. Voilà, et ceci n'est pas forcément encore entièrement intégré. Est-ce que les investisseurs qui achètent des actions font leurs calculs avec un taux d'intérêt à 10 ans en Allemagne de 20 points de base dans 2 ans, comme c'est probablement ce qu'on aura, et un taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis à 2,40, 2,50 et pas plus? Peut-être pas. C'est-à-dire que peut-être on est resté sur l'idée qu'on a vu une normalisation des taux d'intérêt, qu'on n'a pas encore révisé cela. Alors qu'il y aura pas, et ça, c'est favorable aux actions. C'est très favorable aux actions, à l'immobilier, enfin, aux infrastructures, au LBO, enfin, à tout ce qui se valorise en fonction des taux d'intérêt à long terme. Oui. Ouais. Un petit mot de la BCE donc, qui se réunit, non pas jeudi pour le coup, mais demain. On attend des précisions sur ce prêt géant fait aux banques, aussi sur le taux de dépôt négatif qui fait si mal aux banques commerciales, qui pourrait être modulé, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Ça s'appelle le tiering. Exactement. Il y a plusieurs membres on a eu les minutes de la BCE qui s'inquiètent, qui commencent à s'émouvoir des effets, encore une fois, des taux bas sur les banques. Il va falloir que la BCE, vraiment, elle agisse. Parce qu'elle a ouvert une brèche. Les économistes académiques, depuis très 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 longtemps, expliquent en général que les taux d'intérêt très bas, très longtemps, deviennent une politique monétaire restrictive. Une des raisons étant celle que vous évoquez, c'est que ça affaiblit les banques. Ouais. Et donc que les banques réduisent... Il a dit, Mario Draghi, ce n'est pas la seule raison qui pourrait expliquer, il l'a dit en conférence de presse. La BCE semble avoir changé d'avis extrêmement brutalement, puisque dans la conférence de presse d'avant, Draghi avait nié que cet effet soit important, et quelques semaines après... Il dit que ce n'est pas le seul. Oui, non, mais il y a d'autres effets. Évidemment, les taux d'intérêt bas, c'est meilleur pour acheter des logements, enfin évidemment. Ouais. Mais on sait, et il y a de très intéressants papiers académiques, y compris empiriques, qui montrent qu'au début, les taux d'intérêt bas soutiennent l'activité, puis la réduisent avec la dégradation de la situation du système bancaire. Donc la BCE se rend compte de ça bizarrement, très brutalement. Des banques qui deviennent moins profitables. Si vous voulez, une banque aujourd'hui dans la zone euro prête à des taux d'intérêt tellement bas que les marges d'intermédiation se sont écrasées, que les banques n'ont pas de profit. Comme les banques n'ont pas de profit, elles n'aiment pas prendre du risque et donc elles distribuent peu de crédit. Et deux, elles ne peuvent pas attirer des fonds propres supplémentaires, donc elles ne peuvent pas grossir pour suivre l'économie. Et ça, la BCE a l'air de s'en être rendu compte en 8 jours. C'est quand même dommage qu'ils ne s'en soient pas rendus compte plus tôt. Et la seconde chose qui m'ennuie à la BCE, enfin honnêtement, moi je pense que la BCE ne comprend pas bien ce qui se passe. Hein. Il continue à prévoir le redressement de l'inflation de la zone euro qui n'arrête pas de baisser. Donc il y a quand même... Regardez ce que la BCE nous disait pour l'inflation sous-jacente aujourd'hui. On est à 0,8, ils prévoyaient le double il n'y a pas tellement longtemps. Donc ils ne comprennent pas le processus de désinflation et ils ne comprennent pas les effets d'une politique de taux zéro durable. Alors tout d'un coup, ils vont corriger donc ils vont probablement faire ce que vous dites, c'est-à-dire couper les dépôts des banques en 2 rondelles dont la rondelle basse ne paiera plus de taux négatifs pour redonner un peu de profit aux banques. 2, ils continuent à essayer de trouver l'inflation et peut-être que cette inflation ne reviendra jamais. Donc moi j'ai quand même de vrais doutes profonds sur l'insuffisance, je trouve, d'une réflexion
de la BCE sur de possibles ruptures de fonctionnement des économies, quoi, par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Ouais, en fait, en même temps, elle ne monte pas ses taux, donc c'est qu'elle a compris aussi, en Oui. retardant Oui, ses mais hausses attendez, de taux, non, que mais- l'inflation ne revenait Oui, mais pas. Elle a pas tout faux non plus, hein. si je veux être méchant, mais on peut dire elle monte pas ses taux, un, parce qu'elle pense que l'inflation va revenir, et donc c'est pas vrai, et deux, parce qu'elle n'a pas compris que ne pas remonter les taux tuait le système bancaire. Honnêtement, on serait mieux aujourd'hui si on était comme aux États-Unis avec une semi-normalisation. Ouais. La Réserve fédérale, elle a monté les taux, en gros, à la moitié du chemin, quoi. Mais s'il n'y a plus d'inflation en zone euro, pourquoi est-ce qu'elle remonte les taux aussi? Mais Pour les banques, pour les banques, oui, mais pour les banques, pour se donner une marge de manœuvre pour les il n'y a baisser. que des mauvaises solutions quelque part. Non, mais et aussi pour pouvoir les baisser, c'est quelque chose de grave Ouais, se c'est vrai, produit, ça. quoi. Elle a zéro marge de manœuvre, elle est en train d'étouffer le système bancaire européen. Pour un gain. En même temps, rien ne justifie de remonter les taux vu que la croissance. Mais si, enfin, je veux dire, on peut dire que comme la Réserve fédérale, que c'est plus l'inflation, c'est le cycle économique. Donc quand le cycle va mieux, on remonte un peu les taux pour redonner des marges de manœuvre. On n'est pas obligé de suivre l'inflation. Le suivi de l'inflation, c'est un choix des années 80, c'est quelque chose de relativement récent. La Réserve fédérale a plein de réflexions sur d'autres objectifs que l'inflation. La BCE continue à nous dire que l'inflation va revenir. Pour l'instant, l'inflation diminue dans la zone euro. Elle a sous-estimé la BCE, les effets secondaires de cette politique de taux bas. Et je crois qu'elle sous-estime le fait qu'on est dans des économies très différentes. Il y a aussi plein de recherches sur le marché du travail qui nous expliquent pourquoi les coûts salariaux sont beaucoup plus faibles au plein emploi que dans le passé. Il y a des positions dominantes d'entreprises aussi sur le marché du travail. Il y a évidemment la perte de capacité de négociation des salariés dans des petites entreprises de services. Donc on a plein de raisons bien documentées de penser que le risque inflationniste est beaucoup, beaucoup plus faible qu'avant. Ouais. Et d'ailleurs, juste un de vos papiers, il faut lire les papiers de Patrick Artus, des taux bas, durablement, ça fait apparaître, ça multiplie les entreprises zombies. On n'en parle pas beaucoup de ça. Ça fait deux trucs. C'est quoi l'entreprise zombie? Alors, il y a deux choses que les taux bas. Alors, on nous dit, les taux bas, c'est bien documenté. Un, ça favorise l'apparition de positions dominantes, la concentration des entreprises. Ouais. Parce que si je suis une entreprise dominante, quand les taux sont bas, je suis valorisé plus cher, je peux racheter plus facilement d'autres entreprises, je peux m'endetter. Et deux, ça maintient en vie les zombies. Les zombies, c'est les entreprises qui seraient mortes si les taux d'intérêt étaient normaux, pour faire simple. Ouais. Et comme les taux d'intérêt sont bas, elles survivent. Et alors, comme elles sont zombies, les banques préfèrent, si elles doivent s'ajuster, couper le crédit à une bonne entreprise plutôt que de le couper à une zombie. Parce que si vous coupez ça paraît contre-intuitif. Non, parce que si vous coupez le crédit à une bonne entreprise, elle ne va pas mourir. Si vous coupez le crédit à une zombie, elle va mourir. Et la banque va devoir provisionner la zombie. La banque fera une perte. Hallucinant. Donc en fait, le crédit est dirigé vers les zombies. Voilà. C'est beau, hein? Non, mais si vous voulez, juste pour résumer en une phrase, on a maintenant énormément de travaux, disons, académiques qui vraiment vont dans le détail de ce que fait une politique monétaire ultra-expansionniste très longtemps, sur les banques, sur la concentration des entreprises, sur les zombies. Draghi, il le sait, pourquoi il a appris certains trucs en une semaine, apparemment, parce qu'après avoir nié qu'il y avait un problème bancaire, ça devient une urgence, si vous voulez. Donc on est quand même surpris. Il n'a pas d'urgence. On est quand même surpris, globalement, de la vitesse à laquelle les banques centrales changent de discours. La Réserve fédérale nous annonce deux hausses des taux, et quelques semaines plus tard, elle nous annonce des baisses de taux. Donc, il y a quand même un manque de doctrine, quoi, je veux dire, puisqu'on a des gens qui changent. Les coups de fil de Trump aussi. Je ne suis pas sûr que ça ait des effets. Mais en tout cas, il y a un changement de doctrine avec une vitesse très étonnante. Bon, voilà, c'était passionnant comme à chaque fois avec Patrick Artus, qu'on retrouve tous les mois chez nous sur Boursorama. Invité à la grande interview, donc, Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci. Merci, David.